Système répressif et criminel dont l'ampleur et la longévité sont exceptionnelles, le goulag est un phénomène historique majeur du XXe siècle. Créé en 1918, les camps soviétiques connaissent leur apogée au début des années 50. Près de 500 complexes concentrationnaires ont au total enfermé en 40 ans 20 millions de personnes innocentes, désignées coupables. Un adulte sur 6 a connu le camp ou la déportation. L'archipel du goulag, ainsi que l'a dénommé l'écrivain Alexandre Solzhenitsyn, s'étend sur des milliers de kilomètres de la mer Blanche à la mer Noire, de Moscou à Vladivostok, du cercle arctique à l'Asie centrale. Le système concentrationnaire soviétique a été caché, occulté, ignoré, nié pendant des décennies. Le goulag formait un pays à l'intérieur du pays, un continent perdu, une civilisation séparée, difficile à pénétrer, aujourd'hui encore méconnue et incompris. Au lendemain de la révolution d'octobre 17, le monastère orthodoxe des îles Solovki en mer Blanche est évacué de ses religieux. C'est ce lieu saint qui a été choisi pour expérimenter les principes d'organisation du goulag. Un endroit fermé, éloigné, isolé, aux conditions climatiques rigoureuses. À partir de 1923, les îles Solovki deviennent le premier camp de concentration où sont déportés les opposants politiques jugés dangereux par le régime bolchevique. Au mois de juin 1923, je débarquais à Solovki. Andrei Roshin a 18 ans quand il arrive au Solovki pour purger sa peine. Sur le bateau, il y avait avec moi des prisonniers politiques, des mencheviks, des socialistes révolutionnaires, des anarchistes. Il y avait aussi un groupe d'hommes d'église et beaucoup de criminels de droit commun. Alexandre Noktev, le premier commandant du camp, reçoit les nouveaux venus par ces mots. Vous pouvez oublier tous les droits que vous aviez auparavant. Ici, nous avons nos lois. Dmitri Likhatchov est arrêté à 22 ans pour appartenance à un cercle illégal d'étudiants. À son arrivée au Solovki, son groupe est accueilli en ces termes par le chef de camp. Ici, ce n'est pas le pouvoir soviétique. Ici, c'est le pouvoir solovietique. Ici, le procureur ne vient jamais. Aucun retardataire dans le convoi. Un pas à gauche, un pas à droite sera considéré comme une tentative d'évasion. La loi des Solovki, c'est l'arbitraire absolu érigé en règle. Dans ce bagne, les châtiments infligés aux détenus par les gardiens confinent au sadisme. Au centre du cercle de l'enfer des Solovki se dresse, sur le mont Sekirny, surnommé par les détenus la colline de la hache,
l'église de l'Ascension du Seigneur. Elle est transformée en isolateur disciplinaire où ont lieu les exécutions. Les suppliciés, attachés à un poids, sont jetés du haut d'un escalier de 375 marches. Les gardiens, souvent d'anciens truands reconvertis, font preuve d'une violence impitoyable. Le sort des femmes, qui constituent environ 10% des détenus, est particulièrement atroce. Dans cet univers de non-droit absolu, elles ne sont que bétail sexuel pour les geôliers. Au fil des mois, les détenus ne cessent d'arriver au Solovki. De quelques centaines en 1923, ils sont près de 20 000, 3 ans plus tard, à mesure que s'intensifie la répression de tous ceux qui n'entrent pas dans le moule bolchevique. La dictature a commencé tout de suite après la prise de pouvoir par les compagnons de Lénine en octobre 1917. Très minoritaires dans un pays immense, les bolcheviks ont recours immédiatement à la violence et à la coercition pour asseoir leur domination. Pour Lénine, le pouvoir ne se partage pas. La répression s'ancre dans la conviction que le nouveau régime est en droit d'éliminer sans pitié tous ses adversaires, baptisés ennemis du peuple. Pour exercer la terreur, le gouvernement bolchevique crée en décembre 1917 la Tchéka. Épée et bouclier du parti, la Tchéka, textuellement commission extraordinaire, existe et agit en dehors de toute légalité. Lénine place à la tête de la Tchéka Félix Dzerzhinsky, âgé de 40 ans, dont 11 passés en prison ou en exil. De nous tous, c'est Félix qui a passé le plus de temps dans les geôles tsaristes. Il connaît son affaire, commente Lénine pour justifier son choix. En moins d'un an, Félix Dzerzhinsky, soutenu sans faille par Lénine, met sur pied une formidable machine répressive au-dessus des lois, parfois même au-dessus du parti. Véritable État dans l'État, avec son réseau d'indicateurs, ses troupes spéciales, ses services d'espionnage, bref, une police politique de plus de 200 000 membres. À la suite d'une tentative d'attentat contre Lénine le 30 août 1918, perpétrée par une anarchiste, Dzerzhinsky déclenche la répression. La Tchéka est chargée de mettre en œuvre la terreur rouge. On estime le nombre des victimes de la terreur rouge de l'automne 1918 entre 10 et 15 000. Pendant l'été 1918, sont mis en place les premiers camps de concentration appelés Kunstlager, un nom dérivé de l'allemand. Ils ont pour fonction de protéger la République soviétique contre de prétendus ennemis de classe. Les camps de concentration, gérés par la Tchéka, regroupent des personnes arbitrairement arrêtées pour appartenance à une catégorie stigmatisée par le régime. Bourgeois, nobles, éléments socialement dangereux. Parallèlement à ces camps destinés aux adversaires politiques, le régime bolchevique expérimente des camps de travail correctifs, regroupant des personnes condamnées par un tribunal, souvent pour des délits de droit commun.
Le camp de travail correctif veut remplacer la peine de prison par la rééducation par le travail. La frontière entre camp de concentration et camp de travail correctif reste brouillée. De nombreux camps regroupent indifféremment opposants politiques incarcérés sans jugement et délinquants condamnés. À l'automne 1921, on dénombre 120 000 détenus dans environ 200 camps. Les rangs des mécontents et opposants ne cessent de grossir. En 1922, les socialistes révolutionnaires, parti frère et rival des bolcheviks, sont éliminés. Dans un procès à grand spectacle, ces dirigeants sont cloués au pilori, dénoncés comme traîtres. 8 sont condamnés à mort, mais devant les réactions internationales, les peines sont commuées. Les religieux sont également victimes de la répression. Au printemps 1922, la campagne de confiscation des biens d'église provoque l'arrestation de milliers de prêtres et de moines. Les autorités organisent plusieurs grands procès publics de membres du clergé à Moscou et à Petrograd. Des centaines de religieux sont condamnés à la peine capitale. Des milliers déportés dans des camps. Le choix d'un monastère pour ériger le laboratoire du système concentrationnaire soviétique ne doit donc rien au hasard. Au milieu des années 20, les bolcheviks veulent faire des Solovki un modèle de camp où s'effectue la rééducation par le travail. L'OGPU, nouveau nom de la Tchéka, assigne au camp un plan ambitieux d'exploitation des gisements de tourbe et des forêts. Le nouveau règlement interne prévoit des journées de travail de 12 heures, un jour de repos tous les 10 jours et des normes d'abattage élevées. Oleg Volkov a refusé d'être informateur de la GPU. Condamné à la bagatelle de 3 ans de camp, il en fera au total 27, dont une bonne partie au Solovki. Le régime de détention était très strict, surtout dans les exploitations forestières où celui qui n'avait pas accompli sa tâche pouvait être fusillé. Ça, c'était si vous ne respectiez pas la norme de travail. Un ancien détenu, Neftali Frenkel, devient responsable économique. Sa devise, il faut pressurer au maximum le détenu pendant les 3 premiers mois. Après, il ne sert plus à rien. Frenkel fixe la ration alimentaire en proportion du travail fourni. Cette pratique fondera le principe de base de tout le système concentrationnaire soviétique. Les conditions de vie et de travail au Solovki sont de plus en plus épouvantables, surtout l'hiver, quand les températures s'effondrent. Plus tard, j'ai vu de mes propres yeux comment on avait fait sortir dehors des gens en sous-vêtements alors qu'ils gelaient. On les avait enfermés dans un hangar vide. Moi-même, j'ai passé l'hiver dans une cellule qui n'était pas chauffée. Un officier géorgien qui avait réussi à s'enfuir des Solovki fait paraître à Londres en 1926 un ouvrage où il relate les conditions inhumaines du camp.
Les informations sont reprises par un juriste français, Raymond Duguay, qui publie en 1927 Un bagne en Russie rouge, Solovki, le premier livre en français sur les camps en URSS. Dès sa naissance ou presque, le goulag est connu et dénoncé en Occident. Pour répondre, le gouvernement soviétique commande en 1928 à l'OGPU un film sur les Solovki afin de montrer que l'enfer est un paradis. Une équipe cinématographique vient de Moscou filmer une sympathique colonie de vacances. Petite nappe blanche, fumoir, partie d'échecs, baignade. Et même des spectacles, en musique. La visite guidée de l'écrivain très populaire Maxime Gorki au camp des Solovki en juin 1929 poursuit la campagne de falsification visant à cacher l'horreur concentrationnaire. On le soupçonnait d'être venu au Solovki avec une mission précise, écrire que rien d'horrible ne s'y passait. En échange, on lui avait promis d'adoucir les conditions des prisonniers. Avant son arrivée, on a vidé l'hôpital de tous ses malades et on a mis des draps propres. Quand il est entré dans l'hôpital et qu'il a vu les infirmières dans leurs blouses blanches, il a dit « Je répète ces mots avec une exactitude absolue. Je n'aime pas le théâtre. » Et il est parti. Il n'a pas rendu visite aux malades. Quand il est venu au mont Sekirny, au cœur de l'horreur, où se trouvaient le cachot et les tortures, il a trouvé une table avec dessus des journaux étalés. Les détenus de ce cachot étaient censés lire les journaux pour montrer qu'ils étaient en train de se rééduquer. Les détenus ont fait exprès de tenir les journaux à l'envers. Gorki s'en est rendu compte, a remis les journaux à l'endroit et il s'en est allé en faisant comprendre qu'il avait compris le message. Malgré ces réticences qu'il garde pour lui, l'écrivain écrit à son retour un long article vantant les bienfaits des Solovki. Les camps, tels que les Solovki, sont nécessaires. C'est par cette voie que l'État parviendra rapidement à l'un de ses objectifs, celui d'en finir avec les prisons. Gorki apporte sa caution au système des camps et chante la naissance d'un homme nouveau régénéré par le travail. Quatre mois après la visite de Maxime Gorki, les autorités du camp procèdent à la plus vaste exécution de masse jamais faite jusqu'alors au Solovki. On tirait dans la nuque. Il y a eu 300 tirs, peut-être plus. Je crois qu'on n'accordait qu'une balle par personne. Il n'arrivait pas à bien viser pour tuer du premier coup et il les jetait dans une fosse. Le lendemain des exécutions, les fosses remuaient encore. « 300 détenus sont fusillés sans autre forme de jugement, au prétexte d'avoir fomenté une tentative d'évasion groupée.
Malade depuis de longs mois, Lénine est mort en janvier 1924. Staline est le grand ordonnateur des funérailles. Depuis 1922, il était secrétaire général du comité central. Une fonction qui lui permet d'avoir la haute main sur toutes les mutations et les promotions des hauts fonctionnaires du parti. Un atout décisif dans la bataille de succession engagée entre les hauts dirigeants bolcheviques. En juillet 1926, aux obsèques de Dierginski, le fondateur de la Tchéka, ils sont encore tous là, au coude à coude, les chefs bolcheviques, Staline et Trotsky. Fraternité de façade. Dans l'ombre, Staline manœuvre habilement pour isoler son adversaire politique le plus dangereux, Trotsky. Affaibli, Trotsky est exilé en 1927. Staline apparaît comme l'héritier de Lénine, dont il cultive le culte. Il s'appuie sur un groupe soudé de fidèles, le premier cercle où figurent Molotov, Kaganovitch, Ordzhonikidze, Kirov, Mikoyan, Voroshilov. Dès la prise du pouvoir par les bolcheviks, la dictature du parti s'était substituée à la prétendue dictature du prolétariat. Désormais, commence la dictature du secrétaire général sur le parti. En 1928, Staline lance en grande pompe le premier plan quinquennal qui se fixe pour ambition première l'industrialisation accélérée du pays. L'objectif d'augmenter la production de 20% par an est irréaliste. Il faut donc trouver des coupables, responsables des erreurs et des retards. Un procès dit du Parti industriel s'ouvre en 1930. Sur le banc des prévenus, des ingénieurs et techniciens accusés de saboter la production. Vyshinsky, président du tribunal, mène les débats selon un rituel qui va servir de modèle à tous les procès staliniens. Рассмотрению специального присутствия подлежит дело контрреволюционной организации Союза инженерных организаций, так называемой промышленной партии. Les accusés qui ont été torturés passent aux aveux pour des crimes imaginaires. Участие контрреволюционной организации инженерного центра позиции называвшейся промышленной партии. Вредителем я себя признал. В союзе с французским правительством и белоэмигрантами, что я полностью признаю себя виновным в свержении советской власти путем постепенной подготовки к кризису промышленности. Ce procès, couvert par toute la presse soviétique, illustre le grand mythe du saboteur à la solde de l'étranger. Un mythe qui permet d'expliquer les échecs économiques du régime. Des manifestations sont organisées qui réclament le châtiment des traîtres. Оглашается приговор специального присутствия по делу промпартии. Специальное присутствие Верховного суда СССР приговорило. Первое.
Wyszynski, le Torquemada du bolchevisme, annonce le verdict. Cinq accusés sont condamnés à mort. 3 sont envoyés en camp. Outre l'industrialisation à marche forcée, l'autre volet du virage économique décidé par Staline est la collectivisation des terres. Les capitaux nécessaires à l'industrialisation ne peuvent être obtenus, dans un pays où 80% de la population vit à la campagne, que par des prélèvements massifs à des prix dérisoires sur la production agricole. Le but de la collectivisation est de regrouper de force les paysans dans des fermes d'État, baptisées kolkhozes. Maria Mikliaeva est déportée à 8 ans avec sa famille. La collectivisation a commencé. Notre village de Svobodny est devenu un kolkhoze. Et ils ont commencé à se débarrasser de ceux qui étaient les plus riches. Le pouvoir soviétique décide d'exproprier les koulaks, paysans censés être des propriétaires aisés et qui sont le plus souvent des paysans bien modestes, récalcitrants à la collectivisation des terres. Ils les ont baptisés koulaks. Et ils, les chefs bien sûr, ont décidé, pour qu'ils n'empêchent pas les villageois de construire la nouvelle vie, de les dékoulakiser, de les expulser de leurs terres. Ma famille a fait partie de cette catégorie-là. Des brigades réquisitionnent les récoltes ou le bétail. Ils passaient de maison en maison. Ils prenaient tout jusqu'au dernier grain. Et ils ont fait la même chose chez nous. Ils ont pris tout, jusqu'au dernier grain. Ils ont contraint notre famille à une mort de faim certaine. Les koulaks sont désignés à la vindicte populaire. En un laps de temps très court, des dizaines de millions de paysans sont obligés de quitter leur lopin de terre. Je me souviens, c'était une belle journée ensoleillée. Un homme en culotte bouffante avec un livre ou un journal à la main est venu chez nous et nous a dit de nous préparer à partir. Ma mère lui demande « Où ça ?»« En déportation. » Ma mère se met à hurler, ma sœur a pleuré. Moi, je m'agrippe à mon casier avec mes poupées. J'avais 6 ans. Ils n'ont même pas dit à ma mère où ils l'emmenaient. Ils l'ont embarquée, sans même qu'elle ait le temps de se changer. Elle m'a raconté. J'étais assise près du poêle, ils m'ont embarquée, habillée comme ça. Elle n'a rien pris avec elle. Et ils l'ont emmenée à Koulaï. C'était au mois de mars. Et ils l'ont jetée là, dans la neige, au milieu de la forêt.
Mes parents étaient alors très tristes, chagrinés de voir ces convois avec des familles entières qui partaient en gardant leurs morts avec eux. Un jour, ma mère et sa copine, avec qui elle venait de traire les vaches, sont allées sur la route avec un pot de lait, dans l'espoir d'en donner à ceux qui avaient des enfants encore petits. Quelqu'un jette un paquet dans les bras de ma mère et lui dit « Fais comme s'il était à toi ». Elle ne savait pas ce qu'il y avait dans le paquet. Une fois à la maison, ma mère a défait le paquet et a trouvé un bébé mort. Sa mère avait sûrement accouché durant son transfert et l'avait enveloppé dans un torchon en espérant le confier à quelqu'un pour le sauver. Le régime bolchevique tente de convaincre les paysans des bienfaits du regroupement des terres et de la collectivisation. Mon père s'est installé là où il pouvait sur son tracteur et a fait un discours en disant que notre vie allait changer désormais, qu'il y aurait plus d'équipements chaque année, que le travail physique serait allégé, il y aurait plus de machines et nous allions les maîtriser, qu'on allait asphalter les routes, fournir de l'électricité dans le village, construire des maisons en briques, construire de nouvelles écoles, un hôpital. Les gens étaient très heureux. Au travail à la serpe succède le temps des machines, des belles installations modernes. Les tracteurs filmés par Eisenstein tracent le sillon vers le socialisme et fixent la ligne générale. En réalité, la désorganisation des récoltes due à la collectivisation et aux réquisitions forcées provoque de terribles famines qui tuent entre 1932 et 1934 6 à 7 millions de paysans, en particulier en Ukraine. La nuit la plus terrible, c'est quand ils ont emmené mon père. J'ai beaucoup pleuré et je pleure encore quand j'y pense. Excusez-moi. Et aussi, quand je pense au visage de mes copains d'école et à ma famille, morts de la famine. La liquidation des koulaks en tant que classe se solde en 3 ans par l'envoi en camp de plus de 300 000 personnes et par la déportation de plus de 2 millions d'hommes, de femmes et d'enfants dans des villages de peuplement spécial où ils sont assignés à résidence. En 1930, tous les détenus incarcérés dans les prisons sont désormais transférés dans des camps de travail. La gestion des camps est confiée à l'OGPU. L'OGPU crée une direction centrale des camps, dont l'acronyme en russe s'écrit Goulag. La finalité de cette réforme pénale et de la création du Goulag est avant tout économique. Au tournant des années 30, alors que Staline lance la Russie dans une course effrénée à l'industrialisation, les déportés du Goulag deviennent un enjeu économique de première importance. Il ne s'agit plus d'affecter quelques milliers de détenus à des coupes de bois comme au Solovki, mais d'exploiter à grande échelle une main-d'œuvre détenue pour réaliser d'énormes travaux d'infrastructure. Le premier grand chantier du communisme réalisé par les prisonniers du Goulag est la construction, à partir de 1931, du canal reliant la mer Blanche à la mer Baltique, le BBK.
120 000 détenus encadrés par des milliers de gardiens construisent pendant 18 mois un canal long de 227 km, dont 39 taillés dans la roche, avec 19 écluses et 64 barrages. Neftali Frenkel, qui avait inventé au Solovki la ration alimentaire indexée sur le travail fourni, dirige les travaux du canal. Le creusement du canal Baltique-Mer Blanche inaugure les chantiers pharaoniques de construction d'infrastructures, voies ferrées, canaux, routes, aérodromes, centrales hydroélectriques, sur chacun desquels vont peiner des centaines de milliers de détenus. C'est sur le chantier du BBK qu'apparaît le mot ZEC, abréviation de « détenus du canal », qui désignera bientôt tous les prisonniers du goulag. L'exploitation d'une main-d'œuvre corvéable à merci supplée à l'emploi des machines. Nous portions des câbles métalliques avec nos mains nues. Et la plupart de ces câbles, et même tous, étaient vieux et piquants. Ils étaient en fer barbelé. Nos mains étaient entaillées, le sang coulait. Les gens faisaient souvent des chutes. Il y avait beaucoup de blessés. Rien n'était adapté. Et bien sûr, le travail au bagne était incroyablement difficile. La technique est en effet archaïque. Très peu d'engins mécanisés, peu de camions. Presque tous les outils sont créés sur place, grues en bois, roues de brouette. C'est la force musculaire des détenus qui compense l'absence de marteau-pilon. Des méthodes moyenâgeuses qui transforment les détenus en esclaves. Les forçats du canal sont épuisés, malades. 12 000 meurent sur le chantier, soit 10% des effectifs. Les cadavres sont abandonnés dans la neige. À l'approche du printemps, quand la neige se mettait à fondre, les mains, les bras et les têtes apparaissaient juste à côté, à 150 mètres de nous. On voyait tout ça. Ça dépassait de dessous la neige, de la terre. Et les volets de corbeaux volaient au-dessus des cadavres gelés, encore frais, qu'ils venaient picorer. Les caméras du régime veulent démontrer que les détenus, malgré tout, participent à la construction du socialisme. Leur labeur prépare leur rédemption. Plus de 30 écrivains sous la houlette de Gorky, encore lui, viennent visiter le BBK et célèbrent la régénérescence des détenus par le travail dans un livre dédié à Staline. La propagande organise des spectacles tout le long du canal. Des orchestres jouent pour soutenir le moral des travailleurs de force. La lassitude des visages fermés pulvérise les efforts de la propagande.
En mai 1933, Staline, accompagné de Yagoda, le chef de la GPU qui a la responsabilité du chantier, et de Kirov, inaugure le canal Mer Blanche, mer Baltique. L'événement est célébré comme un immense succès du communisme. En réalité, moins large et surtout moins profond que prévu, le BBK ne peut laisser passer que des navires à faible tirant d'eau. Le canal sera peu utilisé. C'est un gâchis au prix du sang. Un maquillage pour donner l'illusion que le but est atteint, que le parti a toujours raison. Un bluff appelé Toufta en langage goulagien. Qu'importe pour le pouvoir stalinien, le BBK est une fantastique et gigantesque vitrine illustrant le volontarisme soviétique en matière de production. L'utilisation de la main-d'œuvre du goulag permet de développer les infrastructures indispensables à un pays vaste comme un continent, de coloniser d'immenses zones géographiques inhospitalières, enfin de rechercher des ressources en énergie, en minerais. En avril 1933, le goulag compte près de 500 000 détenus. Les grands projets s'enchaînent. En même temps que le BBK, le GPU ouvre un énorme chantier à l'extrême est du pays, dans une région de la Sibérie où ne subsistent par des températures de -50 que quelques éleveurs de rennes. Le projet est de mettre en exploitation les immenses gisements d'or de la Kolyma, territoire perdu, quasiment inexploré, de 2 millions de kilomètres carrés. La Kolyma n'ayant aucune communication terrestre avec le reste du pays, les détenus doivent être acheminés pendant 2 mois par la voie ferrée jusqu'à Vladivostok, puis de là, par bateau, près de 2 semaines de traversée, jusqu'à la baie de Nagaïev. Mon bateau s'appelait Koulou. C'est sur ce bateau qu'on a été conduit jusqu'à la baie de Nagaïev, jusqu'à Magadan. Mikhail Tamarin est étudiant lorsqu'il est arrêté en 1937 et envoyé à la Kolyma. Quand on nous a débarqués, on était tous en tenue civile. On se gelait horriblement. C'était le 25 décembre. Et le temps que tout le monde descende du bateau, beaucoup d'entre nous se sont gelés, surtout le nez et les oreilles, mais aussi pour certains les doigts des mains et des pieds. C'était affreux. On se met en route et la neige tombe. À certains endroits, elle montait jusqu'à 5 mètres de haut. C'était le blizzard. Je m'en souviens de cette nuit affreuse. En 1932, plusieurs milliers de détenus débarquent. Ils sont chargés dans un premier temps de construire le port et la ville de Magadan, qui de petit village de pêcheurs devient une véritable cité. Les détenus tracent ensuite la route de près de 1000 km qui doit conduire au gisement aurifère. Édouard Berzin, un des hauts responsables de la GPU, est chargé d'organiser l'immense complexe concentrationnaire de la Kolyma, qui s'étend sur des milliers de kilomètres. Personnage pittoresque, véritable tsar de la Kolyma, il se déplace en sidecar avec sa femme ou dans une Rolls-Royce qui a appartenu à la veuve de Lénine, cadeau de Staline. À 10 000 km de Moscou, il dispose d'un pouvoir illimité.
80 000 détenus, dans des conditions épouvantables, creusent le sol à la recherche de l'or. L'hiver, les conditions de vie sont dantesques. Une chanson connue dans toute l'URSS dit « Kolyma, Kolyma, oh, planète enchantée, l'hiver a 12 mois, tout le reste, c'est l'été. » Yori Fidelgolst purge 10 ans dans les camps de l'enfer de la Kolyma. Une chose est sûre, on m'a obligé à creuser à la main. Vous pouvez vous imaginer ce que c'est que de creuser à la main par moins 50, de creuser la terre avec un pieu. La norme, c'était de creuser 10 trous par jour. Chaque trou devait être profond d'au moins 60-70 cm. Et ça, c'était dans une zone de pergélisol, de terre gelée. C'était terrible. Berzin est obsédé par la rationalisation. Le résultat, il met lui-même au point une nouvelle brouette, d'une capacité 4 fois supérieure à la brouette utilisée jusqu'alors par les orpailleurs. En 1933, la norme journalière d'extraction de terre aurifère est d'1 mètre cube par jour. L'année suivante, elle passe à 2 mètres cubes. En 1937, pour la même ration de pain, Berzin exige de 4 à 6 mètres cubes par jour, selon les gisements. Dans ce camp, je suis resté exactement 5 ans. Je travaillais principalement de nuit. On nous forçait bien sûr à beaucoup travailler. Les gardiens changeaient, mais nous restions jusqu'à ce que nous ayons rempli la norme. Et si on ne remplissait pas la norme, on ne nous laissait pas rentrer au camp. Quant aux outils, on n'avait à notre disposition que des pieux, des pelles, des pics, des brouettes. C'était tout. Parmi les prisonniers de la Kolyma, un zèque qui deviendra le grand écrivain du Goulag, Varlam Shalamov. Arrêté une première fois en 1929 pour activité trotskiste contre-révolutionnaire, il est condamné à 5 ans de camp. En 1937, il est arrêté une seconde fois et il est envoyé à la Kolyma. Soumis aux travaux les plus durs, avec des journées de travail de plus de 16 heures dans les mines aurifères, littéralement affamé, battu par les détenus de droit commun ou les gardes, Shalamov souhaite la mort. Il racontera son calvaire dans les récits de la Kolyma, où il passera 17 ans. Dans des conditions de vie terrifiantes, les esclaves de la mine extraient jusqu'à 52 tonnes d'or par an, la moitié de la production soviétique. En moins de 5 ans, la Kolyma est devenue la principale réserve de devises de l'URSS. Le Goulag est le territoire des bannis de la société soviétique. Ils n'ont plus ni famille, ni bien, ni droit, ni dignité. Ils n'ont plus rien. Ils ne sont plus rien. Les esclaves du Goulag passés de 5 000 à 500 000 en 10 ans ne sont plus qu'une main-d'œuvre corvéable jusqu'à l'épuisement et la mort. Les détenus se tuent littéralement à la tâche.
Cette mort programmée répond à l'objectif d'épuration sociale, politique, ethnique, décidé par le pouvoir soviétique. Pour la continuité de la production, des centaines de milliers d'autres, plus valides, arrivent chaque année pour les remplacer. Ces immenses vagues humaines, ces fournées incessantes de main-d'œuvre diligentée par le GPU, viennent alimenter dans un continuum meurtrier la machine productive du goulag. Les zèques travaillent jusqu'à l'épuisement, mais la main-d'œuvre, elle, est inépuisable. Le taux de mortalité dans les camps de la Kolyma atteint en 1937-1938 10% par an. Les détenus appelleront plus tard la Kolyma le crématoire blanc. La route de la Kolyma, surnommée la route des ossements, est un sillon de souffrance dans l'immensité glacée.